Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Saison 2, premier épisode, c'est parti. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Yann Cloutier, fondateur de l'Atelier Bulk, une imprimerie qui allie impression traditionnelle et contemporaine pour sublimer les idées sur papier. On revient sur son parcours où dès ses 17 ans, Yann baigne dans ce milieu artisanal puisqu'il arrive dans le secteur via l'apprentissage. On parle d'artisanat, de mécanique et d'association entre ce savoir-faire et le design, association qui lui permettra de devenir l'une des imprimeries les plus prisées de France. À la fois moderne et traditionnelle, Yann a su faire de l'Atelier Bulk un cocon de créativité avec des équipes investies et un service client hyper quali. C'est un personnage atypique avec lequel j'ai adoré échanger sur sa vision de l'entrepreneuriat et l'avenir de cette profession qui peut paraître en fin de course. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Yann. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation sur le Pompon. Eh bien, merci de m'avoir invité. Je suis ravi de te recevoir pour le premier épisode de la saison 2. Ok. C'est hyper cool. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? En court ou en long ? Comme tu veux. Bon, alors on va faire entre deux. Je m'appelle Yann Cloutier. J'ai 40 ans, je suis le gérant et fondateur de l'Atelier Bulk et je pense que c'est sur cette base-là que tu m'invites et sur lequel on va pouvoir échanger. Ok, parfait, très bien. J'aime bien donc reprendre, comme je te disais, un peu le parcours de la personne. Oui. Toi, tu as commencé à travailler assez tôt, parce que tu es parti dans l'apprentissage. Oui. Et alors, en fait, j'ai toujours plein de questions qui m'arrivent en même temps, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui t'a aussi donné envie d'aller vers ça et travailler rapidement, en fait ? Alors, c'est une histoire assez drôle, en deux parallèles. La première parallèle, c'est qu'il fallait que je trouve rapidement un emploi étant jeune avec un cursus familial un peu plus délicat. Mm-hmm. Donc, avant 18 ans, je me suis dit, vite, trouve-toi un boulot pour avoir une forme d'émancipation et pouvoir être autonome et faire ce qui te convient. Et la deuxième parallèle, c'est que malgré tout, je suis arrivé par l'imprimerie un peu par hasard. 97, je revois encore la circulaire de la feuille d'apprentissage qui était verte comme ça, un 4 pages et tout, où tu pouvais sélectionner en fait les boulots que tu faisais en alternance. Ouais. Et t'avais tourneur-fraiseur, plombier, menuisier, charpentier, voilà, et il y avait art graphique. Mm-hmm. Donc on est en 97, art graphique. Donc on n'est pas dans une époque encore où t'avais toute l'effervescence d'internet et le reste. Ouais. Et pour moi, art graphique, c'était le choix qui sonnait le moins pourri ou pété parmi tous les choix proposés. Et art graphique, ça impliquait en fait les métiers de photocomposition, donc ce qu'on appelle les PAO, et c'est du montage numérique en fait, c'est du InDesign, et les métiers de l'imprimerie. Donc, par hasard, mais un hasard très heureux, c'est aussi toute l'histoire de ma vie, il y aura quelques anecdotes que je pourrais te raconter, tu verras au fur et à mesure du parcours professionnel. Je me suis retrouvé dans cette filière-là, pour l'apprentissage. Peu évident, parce que j'étais en région parisienne, je suis descendu à Bordeaux pour suivre mon père et tout, en plein été, et il faut que tu cherches ton propre patron.
Et là, t'as quoi? C'est 17 ans. Ouais, 17 c'est ça. ans. Voilà. Donc, je me retrouve à prendre les pages jaunes. Ouais. Je sais pas si ça existe encore. C'est quoi les pages jaunes? C'est en place qui dépasse Google. Je me retrouve à prendre les pages jaunes, faire un listing véridique, de plus de 100 imprimeurs qui étaient dans le centre de Bordeaux. Et cette petite anecdote est très intéressante parce que c'est des métiers qui se sont pas perdus, mais beaucoup d'entreprises ont fermé. Je suis pas sûr que maintenant, si je reprends la page Google, je trouve maximum 18 ou 20 imprimeurs en centre-ville. Alors qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, on était à presque plus de 100 entités. C'est quand même pas mal, voilà. C'est clair. C'est un ratio. Mais ça permet aussi après à d'autres personnes de pouvoir s'en sortir, voilà. Donc les 100 imprimeurs, à l'époque je faisais du skate, donc j'avais mon petit skateboard comme ça, et je me tapais en fait toute la ville de Bordeaux, comme ça. Mon père me disait, quand t'arrives au rendez-vous, planque ton skate à l'entrée et essaye de taper. Et au gaufre en fait. Je tapais en disant voilà, je me présente, je m'appelle Yann Cloutier, je cherche un apprentissage, est-ce que vous voulez pas un apprenti? Voilà, sans téléphoner, sans démarcher. Et quasiment à la fin, il me restait, je crois, j'essaie de me rappeler, 6 ou 7 cartouches encore à tirer. Tu vois, donc t'as eu que des noms. J'ai eu que des noms. Voilà. Il y a eu des histoires un peu cheloues, mais je l'expliquerai pas. Mais j'ai eu que des noms. Et je me pointe chez un imprimeur à Bègle qui s'appelait, Print System, qui s'appelle Nicolas Bruno, que je salue au passage si jamais il m'entend. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Le bon bordelais, bon vivant, un peu punchy, il me voit arriver, il me dit comme ça, il me dit oh putain de drôle, il me dit toi t'as des gaufres, t'as des couilles, juste pour ça tu sais quoi, je vais te prendre. Et ça a démarré comme ça. C'est génial. Voilà. Ok. Énorme. Donc et plutôt pas mal parce que c'est aussi une personne qui m'a beaucoup appris dans le cursus. Qui travaillait déjà les métiers d'imprimerie, donc son père était imprimeur et le grand-père était imprimeur, donc 3 générations. Très voilà. Cool. Et le mec était très bon businessman, ok, et s'est valorisé dans les métiers de l'embellissement, donc l'imprimerie un peu plus, l'imprimerie un peu luxe, avec tout ce qui était le marquage à chaud, la dorure et tout. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mon parcours des maîtres d'apprentissage, pas hors pair, mais assez talentueux, qui m'ont agréablement donné le goût du métier. Voilà. Dans le métier de l'imprimerie aussi? Dans le métier de l'imprimerie, Ça marche. Et donc, est-ce que c'est lui, c'est Nicolas et ses équipes, les personnes qui gravitent autour, qui t'ont donné aussi ce côté du beau? Alors, c'est plus ses équipes, parce que Nicolas, c'était un patron, il travaillait pas trop, malgré que ce soit un personnage. On resalue Nicolas. Ok, donc c'est ses équipes qui t'ont déjà donné ce goût du beau, ou toi tu l'avais un peu avant quand même? Pas du tout, t'as 17 ans en fait. T'as 17 ans, donc tu te retrouves. Repose-toi maintenant, ou les jeunes qui ont maintenant 17 ans, c'est hyper dur. Enfin, la question de l'orientation, elle est très complexe. C'est clair. Parce qu'à 17 ans, tu sais pas, t'es adolescent, t'es en pleine phase de transformation physique, mentale et tout ce que tu veux, et tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, quoi. Alors peut-être maintenant tu vas être blogueur, DJ ou voilà, les deux cumulés. C'est exactement. Mais je sais pas, c'est exactement ça. Enfin, je fais un parallèle un peu rapide. Mais non, effectivement, donc tu sais pas, tu te retrouves apprenti. Donc moi, je me retrouve à Bordeaux largué tout seul. J'avais un appartement solo, je devais subvenir mes propres besoins et tout, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Mais non, en fait, tu sais pas. T'apprends. Déjà, tu rentres dans le milieu de l'entreprise de plein fouet. Tu quittes les bancs de l'école entre guillemets pour te retrouver. Socialement et d'un point de vue hiérarchique dans l'entreprise, t'es pas en haut, t'es pas comme Nicolas Bruno à rester dans ton bureau, voilà, t'es plutôt en bas à faire les basses besognes. Mais il y a quelque chose qui était assez intéressant parce que c'était des métiers durs, c'est des métiers de labeur. Ça l'est un peu moins maintenant, mais je me rappelle, t'avais pas de chauffage dans les ateliers, c'était pas climatisé, enfin c'était dégueulasse, le spot pour te changer, les casiers, les vestiaires. C'était innommable, voilà, tu l'as même pas resté, c'est la vieille réserve. Mais il y avait un côté d'entraide, même si on en chiait beaucoup. Non, mais c'est ça, on s'emmerdait. Parce que j'ai revu des maîtres d'apprentissage avec qui maintenant je tape des restos et tout. Mais on passait du bon temps et on rigolait et on bossait en fait. Tu vois, le côté labeur, genre allez boum, on y va, on a un boulot à faire, on le fait tomber. Et ben ça laisse des putains de souvenirs. J'ai pas de regrets là-dessus en fait. Très cool. Voilà. T'es resté combien de temps là-bas? 5 ans. 5 ans. En apprentissage pendant 5 ans?
Parce que je crois que c'était particulier, c'était un long apprentissage. Ben non, ça a changé. Ouais. À mon époque, tu pouvais faire BEP, CAP. Mhm. Alors, je crois que ça n'existe même plus maintenant. Ok. Parce que ça n'a pas de valeur. Je ne saurais pas te dire. C'est en dessous du bac, en fait. Ok. Voilà. Tu peux faire un BEP, CAP en sortie de 3e. Si Ouais. mes souvenirs sont bons. Donc, BEP, CAP, 2 ans d'alternance chez le patron. Et ensuite, un bac pro. Toujours pareil, en 2 ans d'alternance. Ok. Donc, j'ai fait quand même 4 ans d'alternance. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas combien de temps font les compagnons du devoir. C'est un peu plus long, je crois, les chemins. Ça peut aller jusqu'à 7 ans. Ok. Mais c'est en sortie de la vie d'un jeune de 17 ans pendant 4 ans et en fait, tu finis, en fait, ton cursus à 21 ans. Ouais. C'est plutôt pas mal, ouais. Ok. Voilà. Tu te souviens de ce que tu dis à la fin de ton apprentissage? Est-ce que tu dis, ouais, Je me souviens. Tu veux que je te dise, ouais? Bah ouais. Ouais, je vais gagner plus d'argent. Ok. Ok. Mais c'est vrai? Non, c'est exactement ce que tu dis. Bah, très bien. Ok, parce que tu trouvais que dans son système à lui, il y avait des choses qui convenaient pas, ou parce que c'était toi par rapport à ton poste, tu t'es dit, faut que j'ai son poste pour pouvoir gagner suffisamment d'argent, ou ma boîte déjà. Alors, je pense pas qu'étant si jeune, je pouvais me dire ça, mais il y avait une partie de moi qui devait se dire ça inconsciemment. Ok. J'ai besoin de ma boîte. Pas j'ai besoin de ma boîte, mais tu t'as toujours t'as toujours besoin d'un mentor où tu veux toujours un peu plus. Si tu fixes pas un point plus haut, ça t'aide pas à avancer. En fait, c'est surtout ça. Ouais, d'accord. Et non, je reviens à la question pécuniaire entre guillemets, parce que je replonge dans les souvenirs. Je crois que le salaire de l'apprenti de l'époque, c'était 1600 francs. Donc si je fais une conversion, c'était 240 €, un truc comme ça. Ah ouais. Les 2 premières années. Les années suivantes, je crois qu'on était à la moitié du SMIC, donc 3000 francs, ce qui nous fait à peu près 500 €. Ok. Donc quand tu passes avec un premier vrai salaire qui est de 1100 ou 1200 € que tu as 21 ans, ouais, effectivement, c'est l'Amérique. Enfin, à Bordeaux, t'es plutôt en Californie, quoi. Ouais. Et alors, donc tu fais 5 ans, pourquoi tu bouges? Est-ce que tu veux Je fais 4 ans d'alternance. Ouais. Lui veut me garder. Ok. Mais donc tu quittes ta cape de super-héros d'apprenti, pas du tout une cape de super-héros, pour passer au statut de salarié, mais tu restes ni plus ni moins que toujours apprenti dans cette boîte. Ok. Tu pourras pas, ça je l'ai compris vite, tu pourras pas évoluer. T'es rentré comme ils appelaient le drôle, tu vois, le jeune. Ouais. Donc tu pourras pas, voilà. Ok. Et ça, tu l'as compris toi aussi, le fait de rester chez eux, t'as compris que t'allais peut-être pas pouvoir évoluer. J'allais pas pouvoir évoluer, puis t'as besoin de changement, en fait. Ouais. Okay. C'est comme ton premier amour. Ouais. Tu crois toujours que ça va durer jusqu'au bout de la vie, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que il y a plein d'expériences à faire. Belle comparaison. Ouais. Beau parallèle. Et je me suis barré. Et tu t'es barré. Ouais. Ok. Chez qui? Je me suis barré chez une boîte qu'on s'appelait à l'époque la NPE. D'accord. J'ai pris 6 mois de chômage. Ça a été les seuls 6 mois de chômage de toute ma vie. Ok, d'accord. Ouais, j'ai repensé. Ok. Donc j'avais le droit au chômage, je me suis dit bah tiens, je vais profiter un peu parce que j'ai trimé pendant presque 5 ans entre guillemets trimé, mais et ça a été 6 mois de chômage qui ont été bien mais pas si bénéfiques parce qu'à la fin je m'emmerdais. Et voilà. Et après ces 6 mois, j'ai eu la chance de trouver une super start-up. Donc là on était quasiment dans les années 2000, ouais, c'est ça, 2000-2001. Labogravure? Bien vu, Labogravure. Donc 2002. 2002. Pour information. Donc Labogravure et premier pas dans l'imprimerie, mais un petit peu optionné premium, je veux dire. Donc c'est-à-dire qu'avec des gens intéressants, c'est des métiers hyper techniques. Okay. Donc je vais faire un parallèle à la mécanique comme c'est toujours. Ouais, bien sûr. Tout comme tu pourras trouver un mécanicien de quartier basique lambda, ou tu peux avoir trouvé un mécanicien mais qui va opérer sur de la voiture d'exception et tout, voilà. Le dénominateur est le même, mais après le fond ou la manière de travailler est différente. Ouais. Donc là, je rencontre à Labogravure des mecs hyper talentueux qui avaient un background de 20 ou 30 ans, qui me prennent un peu sous leur aile, mais un peu plus en disant bon voilà, il a déjà un bon parcours, il est jeune mais ça fait déjà 5 ans qu'il bosse et tout, donc on va lui montrer les dernières ficelles du métier pour qu'il puisse être hyper autonome. Et je crois que ça a été les meilleures années de ma vie en tant que salarié. Ok. Voilà. Une boutique dynamique, des gens autonomes, talentueux, donc c'est-à-dire qu'ils connaissaient vraiment le travail. Et c'était une époque où on te parlait pas encore de la crise du reste et compagnie, et c'était full access, tu vois, on demandait quelque chose du matériel et tout, on l'avait. Donc de très très belles conditions de travail. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que t'as appris là-bas?
que le monde de l'entreprise peut être très communautaire. C'était vraiment une bonne équipe. Et qu'un jour, si je devais monter une entreprise, je la ferais à l'échelle de ce que j'aurais souhaité trouver en tant que salarié. Ok. Là, c'était à l'échelle ou pas? Ouais, grave. Ouais, okay. C'est un truc, c'était vraiment, c'était non, mais je partais le lundi matin. Ouais. J'étais hyper content d'aller au boulot. Mais c'est un truc, je pouvais pas t'expliquer. Voilà, et c'était le top. Ok. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et ça a pas tenu parce que ça a été mal géré malheureusement, et okay. ça s'est cassé la gueule. Et ça, mine de rien, bon, est-ce qu'on peut pas dire sentimentalement, psychologiquement, ça m'a mis un petit tir. Ouais. Pendant 6 mois, 1 an, j'étais vraiment triste. Que ça s'arrête. Ouais, que ça s'arrête. Okay. Ouais. Ah, parce que toi, ça s'est arrêté. Je me suis parti avant que le bateau prenne l'eau. Voilà. Okay. Mais il a coulé 6 mois plus tard. Ouais. Ok. Ouais. Bah forcément, si ça t'apporte beaucoup de choses et que t'as une certaine affection pour la boîte, ouais, ça c'est ça. Ouais. Malgré tout. Même c'est comme une histoire d'amour, on va toujours en revenir. Une histoire d'amour. Voilà, allez. On a le fil rouge qui se fait au fur et à mesure. Ok. Et tu pars pourquoi alors? Pour la... Ah bah non, pas pour la NP. C'est très drôle, hein, mais là, après, si les gens écoutent, je suis pas du tout comme ça. Pour un poste plus intéressant financièrement. Ouais, bah non, mais donc on va revenir effectivement pour l'argent, parce que c'est une forme d'évolution. Mais c'est un choix que j'ai très vite regretté de manière très amère. C'est-à-dire au bout du 3e jour. Ah oui. Un pote qui est prof à l'école des métiers de l'imprimerie me dit un tel dans une boîte, il cherche quelqu'un. Donc on passe de la start-up hyper confort, avec des conditions de travail, une équipe, une véritable intelligence aussi dans le travail. Voilà, c'est ce qui me manquait en fait. Comme on est des milieux issus de la cheville ouvrière, des techniciens, mais pour moi en fait le fait d'être technicien ne t'empêche pas non plus d'avoir une forme de culture ou d'intelligence, voilà, tu le mets dans n'importe quelle, dans la case qui te convient. Donc me dit voilà, il y a ce taf là, c'est plutôt un peu mieux payé que ce que j'avais auparavant. Problème, c'est l'usine, c'est les 3-8. Donc c'est 6h, 13h30, 13h30, 21h, ou sinon 21h, 6h du matin. Donc ça peut piquer un peu. Ça pique un peu là, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Attention, je peux me plaindre pas dessus, voilà. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, mais c'est un rythme de vie qui est pas c'est un rythme de vie assez spécial, assez délicat. Et là, je me rends compte de suite que ça va pas le faire. Ouais, on va pas être amoureux longtemps avec l'entreprise et mes convictions. Il y a peut-être eu un petit coup de foudre, mais c'est très court. Et donc quand la lumière s'est allumée, j'ai vite regretté. Et donc là, ça a duré vraiment 3 jours ou Non, ça a pas duré 3 jours, ça a duré 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Ouais. Parce qu'il y a un constat assez dur, hein, comme tous les gens qui sont salariés sur le marché du travail. Ouais, quand t'as un emploi qui est plutôt pas bien, enfin moyen, mais qui te permet au moins de subvenir à tes besoins, tu vas essayer de le garder le plus longtemps possible. Ouais. Ok. Et tu vas avoir un conflit intérieur en fait entre tes propres convictions et le fait que tu as envie d'avoir un certain confort de vie. Un certain confort de vie, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switcher au bout de 2 ans? Bon concours de circonstances. Une autre amie qui faisait des études, je crois que c'était des rapports sociaux pour les collectivités. Tout, je pourrais pas te dire trop dans les détails, mais en fait, elle avait un accès à une plateforme pour les offres locales de la mairie, en fait, de la Cube, à l'époque. Et elle me dit, tiens, je vais lui passer une annonce, imprimerie mairie Bordeaux. Et pour moi, en fait, je me suis dit, tiens, il y a un poste d'une imprimerie en interne dans une mairie locale, donc assimiler fonctionnaires et tout. Voilà, je me suis dit, quitte à faire du labeur, autant le faire dans des conditions de travail assez confort. Si en plus je me fais pas guetter par le stress, ça sera plutôt pas mal. Je vais voir cette annonce et en fait c'était, mais sans être ça, c'était l'école des Beaux-Arts qui recherchait un poste avec une spécialité dans l'imprimerie. Et c'est là où ça commence à devenir assez intéressant. Je fais les recherches, je regarde. À l'époque, j'avais pas mal de potes qui avaient fait le cursus des Beaux-Arts. Là, je devais avoir 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. Et ils cherchent un prof entre graphisme et imprimerie. Donc, je mène une petite enquête sur l'école. Pourquoi, comment, qui étaient mes prédécesseurs, quel était le matériel à disposition, quelles machines ils avaient. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je me renseigne. Et puis, c'est pas quasiment comme si je
connaissais toute l'équipe, mais une bonne partie. Alors, je n'avais pas eu d'entretien. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que t'as plusieurs, pas statuts, mais t'as une forme c'est hiérarchisé, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu es d'abord recruté par un cabinet de la mairie, qui après le cabinet de la mairie va faire une première sélection, qui ensuite, cette première sélection, va être présentée à l'école des Beaux-Arts. C'est un peu compliqué. J'attends 7 mois ou 8 mois pour avoir l'entretien. Ok. Ouais. Très drôle. Donc pendant ces 7 ou 8 mois, faut toujours savoir que je suis à l'imprimerie de la Beurre, à côté, à faire les 3-8 en disant j'ai la porte dorée là qui est en face de moi, mais j'ai beau toquer dessus, elle arrive pas à s'ouvrir. Cherche les clés. Cherche les clés. Ils ont mis 8 mois à trouver les clés. Petite anecdote, des gens de ma famille me disent tiens, si tu veux, on t'emmène en vacances, on va là, ça, c'était telle date. Je leur dis non parce que je peux être appelé. Et mes potes me disent mais arrête, lâche le truc, ça sert à rien. Je te jure, l'avion décolle. C'était le 17 juin. L'avion décolle le jour même. Il m'appelle pour l'entretien. Et je passe l'entretien le jour, en fait, ou 2 semaines plus tard, ou après, normalement, j'étais censé atterrir, revenir des vacances. Donc, du coup, j'ai vraiment bien fait de rester. Je passe l'entretien haut la main, parce que j'avais toutes les infos et tout, et je leur ai mis, pas des étoiles dans les yeux, mais je pense qu'ils étaient... Tu savais les mots employés. Je savais les mots employés. Est-ce qu'il fallait appuyer? J'attends 3 jours, pour avoir la réponse, et il me rappelle le mardi, et le mec me dit, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, nickel. Et je décroche ce poste-là. Qui est aussi un des postes clés. Je t'expliquerai après, qui m'a permis vraiment de me sortir de la cheville ouvrière, tout en ayant un accès à la culture, parce qu'on est quand même dans une école d'art contemporain, qui est assez intéressant. J'appelle mon ancien patron. Je lui dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit, ah merde. Et je dis, c'est quoi la mauvaise? Je dis, la mauvaise, c'est dans 15 jours, je m'en vais, je démissionne. Ah ouais, pourquoi? Donc, je lui explique, machin. Puis au bout de 10 minutes, il me dit, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Je lui dis, c'est que dans 15 jours, je suis en vacances. Donc, il avait pas de bonne nouvelle, en fait. Non, mais... Génial. Bien apporté. Et c'est un mec avec qui je suis hyper pote maintenant. Cet ancien patron, qui n'a plus d'entreprise d'ailleurs. D'accord. Voilà. Qui est salarié maintenant ou qui est salarié d'une autre boîte, voilà. J'aime bien parce que je pose des questions sur des gens que j'interviewe. Non, mais c'est intéressant parce que on verra, on pourra épiloguer un peu plus dessus, mais c'est des métiers très complexes en imprimerie. T'as beaucoup plus de fermeture d'imprimerie que d'ouverture. Ouais, tu m'avais dit, Donc je pense on fait partie des rares boîtes qui ouvrent et qui tiennent la route. J'espère le plus longtemps possible. Voilà, touchons du bois. Ok. Et alors, parce qu'en parallèle d'être prof à l'école des Beaux-Arts, tu peux nous parler de 42 lignes? C'est quoi exactement? Alors, parce que c'est à peu près arrivé au même moment. Ça arrive au même moment. Donc C'était en 2009-2010 tout ça. Pour voilà. T'as plus de mémoire que moi. Si jamais j'avoue que c'est pas de la mémoire, c'est le petit papier que j'ai sous les yeux. J'ai regardé quand même. Le poste se passe hyper bien. J'arrive à l'école, c'est super. Je rencontre des gens hyper intelligents. J'avais une très très grande angoisse. Je me suis dit, pourquoi moi, le jeune mec de 28-29 balais, juste avec mon bagage d'artisan, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, en fait. Et t'avais ce côté encore mécanique un peu ou pas? Grave. Ouais, ok, ça marche. Et je me suis confronté à des gens qui, du coup, avaient plein d'idées, mais pas de personnes qualifiées pour les réaliser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, la meilleure idée, si personne ne peut la transformer, elle restera toujours au stade embryonnaire et tu peux rien en faire. Exactement. Et c'est de là qu'a mûri le 42 lignes. Donc je fais 1 an ou 2 à l'école, ça se passe bien. C'est des amplitudes horaires relativement cool parce que tu travailles 18 heures par semaine et je crois que tu avais 4 mois et demi de vacances. Donc au bout d'un moment, tu te dis voilà, je m'occupais. Et là, je monte un bureau de fabrication. Donc en fait, tu vas conseiller les clients ou des artistes ou autres dans les médiums de fabrication. Donc c'est un montage d'expo. Tu as des besoins multiples. Ça va passer du flyer, du catalogue d'expo, qui ceci dit peut être un objet très délicat et va demander beaucoup d'attention. L'affichage. Si tu as des tirages photos d'artistes que tu as en basse résolution, moyenne résolution, que tu vas tirer par 2 mètres, par 3, comment les mettre, comment les accrocher et tout, voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est plein de petits détails qui ont leur importance. Donc je me monte ce bureau-là pendant 4 ans, ça fonctionne assez bien. J'ai ce boulot toujours en parallèle à l'école des Beaux-Arts. Et je crois que je fais 6 ans là-bas.
Puis au bout d'un moment, ça me gonfle. J'avais fait le tour. Non, mais c'est vrai. C'est les étudiants arrivent première année, c'est un cursus sur 5 ans. Et puis une fois que t'as fait la boucle se répète. Et je me suis dit... Juste les têtes en face de toi qui vont changer, quoi. Ouais. Mais toi, tu vas vieillir. Ouais. Et quand tu dis de vieillir, c'est pas seulement vieillir, c'est-à-dire qu'il va falloir au bout d'un moment que tu te renouvelles, en fait. Ouais. Ah bah. Et je n'aurais pas retrouvé la même énergie, le même engouement que j'avais eu en rentrant tout jeune là-bas. Ok. Faut toujours partir au bon moment. Ouais. Et donc t'es parti au bon moment? Je pense, ouais. Et donc t'arrêtes en 2015? Ouais. Et Bulk est né? Alors Bulk est né de la transition de 42 lignes. Ok. Parce que 42 lignes, je faisais vraiment des boulots à forte valeur ajoutée, de la très belle papeterie, du montage d'expo. Donc un beau fichier client, petit, parce que voilà, tout ce qui est forcément noble se réduit aussi, t'as moins de demande. Je rencontre Florent Laronde, qui est un pote au début sans être un pote, qui lui est graphiste. Yes. Okay. Donc t'as un technicien, qui est représenté par moi-même, et après un créa à côté, Florent. 2 égos très forts, ok. Donc ça peut faire des étincelles ou matcher, et si t'ajustes bien, ça a très très bien matché comme ça. Et une dynamique, alors je sais plus, ça va être un peu cliché, mais une dynamique un peu à l'américaine en fait. Tu ne joues pas le championnat pour le perdre. Ok. Donc c'est qu'une fois qu'on rentre dans le game, on fait le truc, on va le faire jusqu'au bout, et c'est pour arriver. Pas premier, mais bon, voilà, à moins avoir des résultats. Je viens de finir le bouquin de Phil Jackson, je sais pas si tu l'as lu. Du tout, mais c'était l'entraîneur des Chicago Bulls et des Lakers, qui a gagné 11 titres NBA. Et justement, toute la partie égo, gestion des égos, c'est marrant que t'en parles, mais ils ont tous envie de gagner, en fait. Et au départ, ils peuvent être un peu chacun de leur côté, ils se rendent compte que, non, ça marche mieux quand t'es ensemble. Quand tout le monde est lié. Donc, voilà, je viens de le terminer là, donc ça fait carrément écho à ça. Excuse-moi, je te laisse continuer. C'est pas grave. Et, donc là, il m'en parlait, en fait, il avait envie de, tu vois, cette imprimerie de centre-ville que tu retrouves, que tu vois en passant, là, petite rue, les rues pavées, voilà. Et je dis, ouais, mais c'est bien, mais c'est pas un projet qui va tenir la route, quoi. Avoir un truc de 70 mètres carrés, que du passage dedans, les livraisons, le reste. Déjà, tu vois que je me rends compte. L'envie de foire un peu plus gros, un peu plus haut. Et je dis, ça marchera pas. Faut trouver un autre plan. Donc, en off, je réfléchis. Et puis il me reparle de son histoire et tout. Et un jour, je crois que c'était au mois de septembre, fin septembre, on prend un café. Et je lui dis, est-ce que t'es toujours chaud pour cette histoire d'imprimer? Il me dit, ouais. Je dis, bon, ok, je m'en occupe. Et 2 semaines plus tard, j'avais déjà acheté 2 machines. Ok. Voilà. Ah ouais, quand tu dis que tu t'en occupes, tu t'en occupes. Ouais. Quoi. Mais je savais, parce qu'il y avait un local où je savais à peu près où on pouvait se mettre. J'avais étudié un peu à la louche. Bon, après, t'as toujours des ajustements, voilà. Donc j'achète les machines mi-octobre, fin octobre. On regarde pour les statuts novembre. Décembre, se barre à New York lui pour gérer un gros dossier avec un client. Je finalise les travaux. Janvier, on fait les travaux. Et février-mars, on ouvre l'imprimerie. Je vais te dire 4 mois, 5 mois. Ce qui est assez rapide. Oui, mais si tu le fais pas rapidement. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est marrant parce que j'ai vu en préparant l'interview, en gros, le projet, tu l'as mûri pendant à peu près 10 ans. En tout cas, c'est ce que t'avais dit. Ok, donc peut-être que tu vas ajuster. Une dizaine d'années, ouais. Et t'as dit, je pense que dans la vie, pour un projet comme ça, t'as le droit qu'à un seul tir. Mais si j'ai dit ça, je pense que c'est pas faux. Ouais. T'as peut-être changé d'avis depuis, c'est pour ça. Non, mais c'est intéressant, ouais. T'es d'accord avec ça, donc? Est-ce que t'es d'accord avec ça, toi? Moi non, mais après c'est vrai. Après ça dépend des projets encore une fois, parce que là moi dans les projets que je lance, il y a pas de gros investissements matériels, quasiment il est devant soi l'investissement matériel, tu vois, donc c'est pas des centaines. C'est quoi la phrase, tu peux me la répéter? Je pense que dans la vie pour un projet comme ça, t'as le droit qu'à un seul tir. OK. Donc tu vois, s'il y avait pas eu le comme ça, si t'avais dit je pense que dans la vie pour un projet t'as le droit qu'à un seul tir, là je suis pas d'accord. Mais pour un projet comme celui-ci où t'as des investissements qui sont importants, parce que tu nous diras les machines, mais voilà, on n'en a pas encore parlé, on en parlera. C'est un très gros investissement. T'as peut-être qu'un seul tir, mais j'émets encore quand même quelques doutes. Alors, c'est très intéressant la phrase si tu la prends telle que. Ok. Après, ça dépend comment tu vois comment tu te positionnes autour de cette phrase. Exactement.
Je pense que c'est comme un sportif en fait. Il faut choisir les bonnes opportunités tout au long de ta carrière. Et tu vas démarrer jeune, ok. Et il y a un moment, tu vas être un peu trop vieux et t'auras pas la gouache, donc t'auras pas le corps qui va Si t'as pas choisi les bonnes portes au bon moment, ça va pas t'amener là où tu souhaites. Je pense que c'est des moments clés. C'est des moments clés qui sont liés à la maturité, ok, et à l'énergie. Là, tu vois, j'ai 40 ans. Je sais pas si je repartirai de la même manière, avec la même énergie que je l'ai fait à 34, 35, comme j'aurais pu le faire pour le montage de cette imprimée. Parce que c'est chronophage et ça t'aspire beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà. Après, t'as un retour qui est toujours hyper bien parce que tu apprends beaucoup sur toi-même et le reste. Donc c'est des portes qu'il faut ouvrir à un bon moment. Mais ça va être le bon moment pour moi, qui sera pas peut-être pour quelqu'un d'autre en face. Bien sûr. Mais ça n'empêche que je peux monter un autre projet et tout, mais je le ferai différemment. Avec l'assise. Exactement. L'assise du savoir-faire. Peut-être une assise un peu plus financière, parce qu'une fois que tu as un business, ça te permet plus facilement d'en monter un. Voilà. Tu prends l'exemple du sportif, mais effectivement, un sportif, au départ, je regardais Tony Estanguet, que j'ai envie d'interviewer et qui passera sur le pompon, j'en suis sûr. Il a gagné des titres olympiques il y avait 4 Olympiades d'écart, je crois, entre son premier titre et son dernier, si je dis pas de bêtises. Au pire 3, ça fait quand même sur 12 ans, donc il reste à un très haut niveau. Et je me dis, tu vois, au début, effectivement, t'as la fougue, t'as l'énergie, et après t'as la technique, en fait, qui vient compenser. Voilà. Pour moi, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, quoi, en gros. C'est pas faux. C'est pour ça que je te dis, c'est intéressant Ok, très cool. Mais au bout d'un moment, la technique va pas tout gommer. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Et comment se passent les débuts? Et c'est vrai, on en a pas encore parlé aussi, c'est que t'as toujours aimé monter et démonter des machines. Mais depuis tout petit, je crois que ça vient de ton père, si je dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler, parce que au départ, forcément, t'as plus de facilité à les démonter qu'à les remonter derrière. C'est ce que disait mon père. Ok, d'accord. Avait-il raison? Ma gueule, encore, il serait là. Et donc depuis tout petit, en fait, ce côté. Je pense que c'est un côté freak control. C'est pas bien de le dire. Mais tu veux comprendre comment fonctionnent les choses. Alors pourquoi? Moi, c'est juste, ça me bottait. Je démontais un truc pour voir comment c'était foutu dedans. Ok. Mais quand tu dis un truc, c'est quoi? Est-ce que tu te souviens du premier truc, du premier objet que t'as démonté? Je faisais du skate à l'époque. J'avais bricolé avec un moteur de voiture téléguidée, un skate à moteur, quoi. Ok. Déjà. J'avais 9 ans, quoi. Ah ouais, ok. Il y a un truc qui a pas fonctionné, mais il y avait de l'idée avec une manette de contrôle, une batterie et tout. Voilà. J'ai eu ça à la télé, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça. Donc tu vois, c'est des trucs complètement dingues. Je démontais, je remontais mal, voilà. Mais j'avais quand même, je gardais tout en tête, voilà. Et ces machines, malheureusement, on ne pourra pas voir comme ça à l'antenne. Faut aller. Mais il faut comparer ça à une pièce d'horlogerie en fait. Exactement. T'as un mouvement de base. D'entraînement qui ensuite va mettre en place tout un système d'engrenage avec des mouvements synchronisés ou désynchronisés dessus, voilà. Et tout ça, c'est magnifique. Enfin, c'est la manière dont je le vois, voilà. Non, donc il y a toujours eu cette passion mécanique. Très petit, pareil, tout ce qui était motorisé. J'avais tanné mon père pour avoir une petite Piwi, une motocross et tout. Il n'a jamais voulu. J'avais d'autres bécanes et compagnie. Voilà, tout ce qui avait attrait à la mécanique me passionnait. Pourquoi? Est-ce que c'était culturel? Voilà. Et c'est assez intéressant que je me retrouve dans un business comme ça qui implique. Faut savoir que la plus vieille machine que l'on a à l'atelier, elle est de 1948 et la plus récente est de 72 ou 74. Voilà. Et on a des presses imprimées qui font jusqu'à 6 tonnes. Ok. Il faut te dire que les presses ont presque entre 50 et 60 ans d'ancienneté. On les a fait reconditionner. Donc, on a des boîtes en Angleterre qui vont totalement démonter les machines, désosser, changer toutes les pièces mécaniques, remonter, repeindre, refaire les chromes. C'est des travaux de 2 mois et demi, 3 mois. Donc déjà sur 60 ans, elles ont un peu vécu. Elles ont beaucoup de vécu et aussi au-delà de là, la machine ne sera que le prolongement de la main de l'homme. Surtout de la manière dont tu l'utilises. C'est-à-dire que le mec, il va arriver, l'imprimeur, il a sa presse, du lundi matin jusqu'au vendredi, il va rester 5 ans ou 10 ans avec. C'est une véritable histoire d'amour. Il faut se dire, ces machines sur 60 ans, elles ont connu 5, 6, 7 ou des fois 8 générations d'imprimeurs. Donc des mecs qui ont bossé dessus, qui sont partis à la retraite, d'autres personnes qui sont certainement mortes, tu vois, donc il y a des chances. Oui, il y a des chances.
Ça a été réfléchi, donc c'est des machines d'ingénierie qui ont été réfléchies à l'époque, voilà, en usine, qui ont été construites aussi sur des chaînes de fabrication. Il y a tout un truc culturel aussi qu'on a oublié. Pourquoi une presse de presque 60 ans tient toujours la route? C'est des machines allemandes, voilà, pour préciser. Et Heidelberg. D'où Heidelberg, il y a une ville en Allemagne qui s'appelle Heidelberg, et c'est là où sont fabriquées les machines, qui est le fabricant numéro 1 de presse à imprimer dans le monde. Donc conçu, réalisé et fabriqué à Heidelberg à la main. Voilà. Ça coûte combien de machines comme ça? Une presse moderne d'impression, qui va pas nous concerner nous, ça peut osciller entre 1,5 million et 3 ou 4 millions d'euros. Voilà, ce qui fait un bon budget. Les presses typo telles que l'on a, reconditionnées, on est plus aux alentours de 100 ou 150 000 euros. Voilà. Mais donc quand même, je reviens sur le côté, on a droit qu'à un seul tir. Si tu fais des investissements comme ça et qu'après tu t'éclates la gueule au bout de 6 mois, bref. Bah t'es mal. Ouais, c'est ça. Non. Pour revenir un peu après. Sachant que là on est une petite dizaine à l'atelier en 5 ans, plutôt pas mal pour des métiers comme les nôtres. Voilà, faut remettre en. Tu nous parleras après un peu du secteur de l'imprimerie. Voilà, secteur. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui ferment que d'entreprises qui ouvrent. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc les investissements, les banques vont pas du tout te les donner dès le début. Sachant qu'au début, on a démarré avec, pas zéro, avec juste nos propres fonds perso. Non, si tu fais des investissements, c'est que t'es pas là pour les perdre. Voilà. C'est comme ça que je réfléchis. Bien sûr, on est d'accord, mais tout le monde au départ fait des investissements, ils sont pas là pour les perdre. Il y en a qui perdent dans le game au bout d'un moment, malheureusement. Comment se passe alors le début? Tu disais que tu avais déjà un petit peu un fichier client quand même. Comment se passent les premiers mois? On avait un fichier client qu'il fallait transformer, parce que dans ce premier fichier client, il y avait une partie de clientèle de qualité pour le haut de gamme et tout, et d'autres un peu plus du tout venant. Donc il fallait transformer ça, mais déjà ça faisait un petit appel de quoi nourrir un peu la machine. Et mais comment se passe la première année? Compliqué. Beaucoup de cigarettes. Beaucoup de clopes. Non. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui allait pas? Tu démarres avec rien. J'achète 2 machines. Sur les 2 machines, on a qu'une qui fonctionne. La plus petite. On n'a pas de massicot. Donc le massicot, c'est la machine pour couper le papier. C'est qu'il y a un élément clé. C'est comme une menuiserie où non, tu dis j'ai pas de machine pour couper le bois quoi. Là, t'as des raboteuses et tout, mais un peu compliqué. Pas de point d'eau, pas d'évier, pas de toilette. Tu vois, on utilisait les toilettes de l'imprimerie d'à côté. Premier mois, je crois qu'on fait 247 euros de chiffre d'affaires. C'est pas ça qui a remboursé ta machine. C'est pas ça qui a remboursé la machine. Et là, sur les gros pics, sur les gros moments, on arrive à faire 100 000 euros. Donc pour te donner un delta en fait. En 5 ans, c'est pas mal. On s'angoisse, on s'arrache les cheveux, on boit du whisky, on fume des clopes, on cherche des clients. On se prend la tête, on maigrit. Et puis après, tu passes, en fait. C'est un cap, quoi. Tu sais, c'est comme un camp d'entraînement, quoi. Et il y a les meilleurs qui restent et une fois que t'as passé ça, c'est bon. Donc, on fait 1 an, on arrive à maintenir la boîte. On a un premier résultat, bilan. Et ensuite, ce bilan, je rebataille, en fait, avec les banques pour avoir une première levée de fonds. Donc j'arrive à avoir de 60 000 euros, je crois, 60 ou 70 000 euros. Levée de fonds ou prêt Prêt, pardon, désolé, c'est moi qui mais tu fais bien de rétablir. Je sais pas, on a vu une dizaine de banques, quoi. Les mecs, on aurait monté un business qui faisait de la pizza et de la cigarette électronique dans la même entité ou une imprimerie dans le luxe. Ils s'en foutaient, en fait, ils comprenaient pas. Et nous, on leur disait, regardez les marques, on a telle marque, on travaille avec tel client, voilà, et pas du tout sensible. Et au bout de la 10e ou 15e visite, je crois, on rencontre une banque dont je ne dirai pas le nom, très jeune directrice, moins de 30 ans, et là, direct, boum, elle comprend le projet, elle me dit, allez, je vous suis, je vous accompagne. Cool. Première levée de fonds, je te dis 60-70 000 euros. J'achète 2 machines reconditionnées. Une machine pour faire du contre-collage de papier. Donc ça, c'est très important parce que ça te permet de faire des duplex ou des triplex, d'avoir de très belles épaisseurs. Et une autre machine qui te permet, en fait, de faire de la dorure sur tranche. En gros, pour te schématiser, ces presses-là ou cette ressource matérielle
me permet à moi de faire mes premières invitations pour les Fashion Week. Et à partir de ce moment-là, boum. C'est la fête. Ça y est, on a mis le nitro dans le moteur et c'est parti, ça commence à décoller. Ok. Voilà. Génial. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tenir un an entier? Sur de la galère, etc. Est-ce que, pourquoi Mais je te l'ai déjà dit, les cigarettes et le whisky. J'avais une compagne à l'époque qui m'a beaucoup soutenu. Ouais. Voilà, bon, ça c'est le classique. Bon, quand même, c'est important. Et non, je pense que entre trimer et bien t'emmerder ou perdre le temps que t'avais mis au départ, voilà. Fallait pas casser le jouet. Ouais. Ouais. Ok. Mais il y a pas un moment où tu t'es dit, on arrête? Non, jamais. Ok. Au contraire. Ouais. Bah, Mais non. c'est de la persévérance. Mais t'arrêtes, quoi. tu fais Mais quoi? tout le Ouais, monde c'est n'a de pas la persévérance. Ouais, mais non, bon, mais ouais. tu fais quoi? Tu retournes Et non, tu reviens à zéro, en fait. Ouais, bah tu reviens à zéro, ouais, mais bon. Il y en a qui se disent ça va peut-être durer encore pendant des années, donc j'arrête. Ou bah t'en as qui croient en leur projet. Et qui Non, je pense que je sais pas. Moi, je te dirais qu'il y aura toujours une solution. Mais c'est ma façon de voir les choses. Mm-hmm. Ouais. Très bien. J'aime cette façon de voir les choses. C'est vrai, non, c'est dommage. Et on a bien fait, en fait. Ouais. Mais... Ok. Florent est toujours là ou pas? Non. Ouais. J'ai racheté, on était à 80-20, donc 80% et 20%. Ouais. 80% pour moi et 20% par Florent. Mm-hmm. Au début, ça devait être un micro-business, on devait être 2 ou 3, et puis ça a pris un peu plus d'ampleur. Florent s'occupant vraiment que de la partie graphisme esthétique, en fait. Ouais. Était peut-être moins intégré à la prod pure et dure, et pour diverses raisons, j'ai souhaité reprendre les 20% de parts restants. Mm-hmm. Donc on a trouvé un terrain d'entente favorable pour les deux parties. De manière à se séparer dans les meilleures conditions. Parfait. Voilà. Vous bossez encore aujourd'hui ou ensemble ou pas? On se voit, mais c'est quand même quelque chose d'assez touchy comme sujet. Ouais, touchy. C'est assez délicat. Okay. Parce que tous les deux, on a mis beaucoup d'énergie dedans. Ouais, j'imagine. Lui doit regretter. Quand je lui ai annoncé lors d'un repas, je lui dis et il me dit putain, j'ai l'impression de me faire larguer par ma meuf. Ouais. Ce qui est un petit peu le cas, son ressenti, mais. Bah, une association, ça une association, mariage, voilà, c'est un peu voilà. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Ouais. Donc c'est un sujet toujours un peu plus délicat. Malgré le fait qu'on se voit moins, il restera toujours ces très belles années sur lequel c'est une personne que j'apprécie beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Et il faut respecter ça. Il faut respecter le fait qu'on ait eu des bons moments. Il faut respecter aussi le fait que peut-être il y a des sujets plus sensibles. Ouais. Voilà. Okay. Mais je l'apprécie beaucoup. Ouais. Très bien, le message est passé. Et vous êtes resté, il est resté combien de temps dans la boîte? 4 ans. 4 ans. Voilà. Ah oui, donc ça date de l'année dernière. C'est l'année dernière, okay, tout frais. C'est ça. Ouais. Ça marche. Et à partir du moment où j'ai repris la main, en fait, t'as plusieurs strates, hein. Tu passes, déjà t'as un turnover pas possible de salariés, parce que t'as pas forcément tous les moyens, donc tu peux pas te doter de la main d'œuvre. Tu peux pas choper du CDI et tu le formes une fois. Tu peux pas choper du CDI, c'est des métiers d'excellence. Donc, en fait, les bons, t'as très peu de, c'est comme un tournoi de foot en fait, hein. Donc les joueurs passent d'une équipe à l'autre et c'est les meilleurs que tu gardes. T'as pas les moyens de te payer les meilleurs joueurs entre guillemets. Dès le début. Donc l'année dernière, je rachète les parts. Je change l'équipe parce qu'il y a un turnover, donc des éléments qui étaient pas forcément hyper bons pour la boîte. On décide de s'en séparer, on remonte une nouvelle team et depuis c'est l'autoroute. Ouais. J'ai vu la team, elle a l'air soudée. Très soudé, très cool, jeune aussi. Jeune, une bonne moyenne. Ouais. On doit être 3 à avoir plus de 30 ans. Et sinon, on est en dessous de 30 ans. Ouais. C'est du 24, 25, 27, 28. Okay. Donc voilà. Et ce joli petit monde cohabite très bien ensemble parce que tu as la fougue de la jeunesse et aussi la maturité un peu avec l'âge qui temporise tout ça. Toi, t'es de quel côté, toi? Moi, je suis côté des plus jeunes. T'es quoi? C'est ça. Toi, t'as la fougue de la jeunesse, je crois. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du secteur de l'imprimerie? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand premier abord, l'imprimerie, on se dit il y en a plus dans, j'exagère, hein, je fais exprès, je me fais l'avocat du diable, mais il y en a plus dans 5 ans, quoi. C'est une grande question. C'est toi qui interviews, mais je vais juste te poser. Comment tu te projetais, toi, dans les métiers de l'imprimerie, par exemple, avant de rentrer à l'atelier?
C'est quoi pour toi une imprimerie? C'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. Et ouais, c'est ça. Effectivement. Mais c'est vrai que je voyais plus moi tout ce qui est flyer, choses comme ça sur des salons. Voilà, c'est un peu ça qu'on a l'idée. Et c'est ce dont je t'avais montré. Le père Dynamique travaille là-dedans sur Nantes. Et pour lui, je crois que c'est ça se passe pas génial parce que les choses comme ça, les flyers, les brochures, ça c'est encore présent sur les salons, mais bon cette année il y a pas eu beaucoup de salons, voilà. Mais j'ai l'impression que ça se perd aussi et qu'on est en train de tout digitaliser. Après je suis venu chez toi. Tu digitalises aussi, vas-y. Ouais, tu digitalises aussi, il y a de quoi faire. Mais et effectivement, j'avais pas toute cette partie luxe en fait. Luxe, c'est vraiment du haut de gamme et voilà, dans ce que j'ai vu, on en parlera après. Ça oui, ça va rester. Enfin, je pense parce qu'en fait, on aime toujours le papier. Enfin, comme moi, c'est con, mais les livres, le papier fin. Les livres, j'en ai besoin. Tu vois, les livres, j'en ai besoin. Des belles affiches. Si c'est sur du beau papier, ça change tout. Même des invitations. Enfin voilà, on a vu, ça claque quoi. Ça a de la gueule pour le dire clairement. Ça change tout d'avoir ça sous forme papier que de recevoir un email. Voilà, c'est quand même différent et enfin il y a plein de choses parce que je trouve ça génial aussi. Toi, t'es carrément passionné par ça, mais moi, ayant découvert le sujet et pouvant toucher aussi un peu toutes les formes de papier et voir tout ce qui est faisable, c'est surtout ça parce que ça paraît quelque chose de vieux, mais en fait, c'est hyper moderne aussi. Donc voilà. Bon, je parle trop là. Non, c'est intéressant. ça paraît vieux et c'est hyper moderne et c'est intéressant ce que tu dis parce que je vais rebondir dessus. Moi, je n'ai fait, moi et d'autres confrères, j'ai rien inventé. J'ai récupéré des techniques anciennes, de savoir-faire. Et que j'ai su moderniser et rendre sexy en y faisant collaborer des designers. C'est ça. Donc des premiers designers avec Florent, et ensuite t'as un effet aspirateur, entonnoir, où il y a d'autres jeunes créatifs qui vont se dire ah oui putain c'est super, on peut faire ça avec ça, vont apporter une nouvelle idée, qui vont rapporter une nouvelle idée, et ainsi de suite. Et dès le début, on a sélectionné les gens, on a fait en sorte que certains types de personnes talentueuses, entre guillemets, viennent travailler avec nous. Et je pense que je peux te montrer 95% de la production sans rougir, en te disant ça j'aime bien, ça me plaît et tout. Tu vois? C'est génial. Donc t'as créé une propre identité de marque, on peut dire, entre guillemets. Voilà. Et l'imprimerie, comme tu le voyais, tu disais, c'est une imprimerie moderne, des flyers, des grands tirages, ce qui est totalement différent à ce que l'on produit. C'est produire moins, mais produire mieux. C'est clairement. Ça. Voilà. Clairement. Et ça que tu disais aussi, et ça doit être sur le site, je crois, c'est l'impression au service de l'idée sublimée par l'imprimé. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est une phrase que je mets souvent en parallèle. Tu vas prendre une chemise que tu vas acheter chez une grande enseigne type un H&M, ou tu vas prendre une chemise que tu vas faire chez un tailleur. Les deux, tu vas les appeler chemises. Mais il va pas, voilà. Tu vois, ça va pas. Avec les deux, tu pourras t'habiller. Tu pourras t'habiller, mais c'est pas, voilà, tu vas pas travailler les mêmes matériaux, tu auras pas, t'auras une notion de sur-mesure. Et c'est là-dessus où c'est assez intéressant. Du coup, comme on peut répondre à des gros volumes, on peut faire nous on appelle des golden samples. Donc un client, une grande marque, Dior ou Chanel va venir nous appeler pour faire un exemplaire type. On va faire appel à tous nos savoir-faire. On va avoir 5-6 process différents, des dorures, des gaufrages, du contre-collage. Donc on va pousser en fait l'essai au maximum prototype. Et ensuite ils vont se servir de ce golden sample pour l'amener sur des entreprises beaucoup plus grosses, ou même ça peut être fabriqué, je vais te dire, je sais pas, en Chine ou ailleurs, en disant voilà la valeur de référence, un imprimeur type a réussi à nous sortir cet objet-là, donc vous êtes en mesure de le faire. Donc soit ce golden sample, un exemplaire, on peut le faire, ou après on peut avoir des tirages sur des grosses commandes à 50 000 ou 60 000 pièces. Voilà. Énorme. Ça se fait, ça met un peu plus de temps. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut que tu jongles entre les petits dossiers et les gros dossiers. On travaille vite, mais on travaille pas vite dans le sens c'est la course. On travaille vite parce que tous les process ont bien été réfléchis. Donc en fait les mecs sont posés, font leur taf, et c'est pas la course en fait à la surproduction. Tu vois, dès le début je me suis dit tu pars de rien, d'une feuille blanche, c'est de l'artisanat pur, mais pour que ça fonctionne bien il faut lui donner en fait tous les codes de l'industrialisation. Donc des dépôts de fichiers, un système d'organisation, un planning, des systèmes d'envoi avec des suivis. On a déjà des plateformes de dépôt en ligne et tout. Dès l'extérieur avant même, parce que toi tu as eu cette chance-là de venir à l'atelier pour être en immersion totale, mais un client type aura pas cette occasion de passer de nous rendre visite. C'est sûr. Donc la première expérience client, elle peut passer dans l'échange des mails.
les prototypes que tu peux recevoir, les dépôts de fichiers, et ensuite quand tu vas recevoir ton colis, le unboxing et tout. Voilà, c'est tout ce genre de détails qu'on met en avant. Ouais, on sert en fait le client comme s'il rentrait dans la boutique, comme si tu le voyais, comme si tu allais manger un gastro, il faut que rien ne soit laissé au hasard, en fait. C'est exactement ça. Et du petit dossier jusqu'au plus gros dossier. Et même des non-clients, parce que moi je suis pas client. En tout mais cas, ça pas sert encore. toujours la réputation totalement. Ouais. Et parce que quand je suis venu, je suis reparti avec un tote bag bien garni et avec plein de papiers différents, des affiches, des calepins, on peut appeler ça. Ouais, je sais pas le terme exactement. Des notebooks. Voilà, merci, qui sont magnifiques. Et on va parler de particulars aussi après, parce que je trouve ça vraiment canon. Mais ça, on y reviendra après. Est-ce que tu parles de process, tu peux nous expliquer le process pour quelqu'un qui a besoin d'imprimer du beau papier, de beaux flyers, de belles invitations, ce qu'on veut. Comment ça fonctionne? C'est un peu plus Parce que tu parles de process, et aussi j'avais une question. Est-ce que ces process-là, c'est toi qui as voulu les mettre en place rapidement? Et ce côté, tu parlais d'intellectuel tout à l'heure, mais plus côté mécanique et justement penser à tout le process autour, parce que c'est plus mécanique tout ça, même si au final ça s'embrique. Est-ce que c'est toi qui as pensé à tout ce process pour accélérer les choses et faciliter la mécanique est un bon process, parce que quand ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème dans l'engrenage. Exactement. Et ça je faisais le geste engrenage. Et c'est parallèle, faut fonctionner pour tout. Ouais. Non, parce que j'ai eu tellement d'expériences où t'as l'impression que les mecs travaillent dans une fourmilière et ça tire dans tous les sens, tout le monde bouge, mais rien ne fonctionne comme il faut. Okay. Tu vois. Donc je me suis dit, voilà, une journée de travail type, c'est déjà 8 heures. C'est long. Puis si t'as la pause déjeuner, c'est encore un peu plus long. Donc il faut faire en sorte que dès qu'on arrive le matin, tout soit bien mis en place. Que ce soit fluide, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ta première question, qui était, quels étaient les process? Oui, c'est ça, oui, merci, parce que moi j'oublie mes questions aussi. J'en ai déjà les oubliés. Quel est le process? Comment ça se passe pour un client qui veut imprimer alors on parlera après de bulk classique, parce que c'est différent, mais sur l'atelier bulk, si moi j'ai envie de faire je suis Dior, j'ai envie de faire une invitation, ils le savent parce qu'ils sont des clients, mais comment ça se passe? Comme c'est quand même des milieux assez confidentiels, tu vas toujours être recommandé ou tu vas avoir un métier qui a assujetti à faire de la belle impression. Si t'es novice ou néophyte, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un choix, par exemple, je crois. Alors en surstock on n'a pas, mais on a peut-être presque 25 000 références de papier, et tout continent confondu. Les techniques, j'en parle pas. Donc il y a un choix, voilà. Trop de choix, tu le choix. Généralement, on va amener le client à passer à l'atelier et lui montrer déjà des exemples. Dire, voilà, ton projet est là. Quel est ton budget, par exemple? Imaginons, je sais pas, tu veux lancer ta papeterie ou faire un faire-part pour une invitation, tu me dis, voilà, j'ai tant de budget. Ok, ton début d'idée, parce que quelqu'un t'aura fait un design quelque part où t'auras une sensibilité, où tu vas généralement arriver avec un truc que t'as vu, qu'on t'a donné dans une boutique, en disant, tiens, ça c'est pas mal, je veux la même chose. Voilà. Et on va essayer déjà d'écouter, de comprendre. Je trouve ça hyper intéressant, parce que j'ai des mecs de différents business, différents horizons. Déjà, je leur dis, parle-moi de toi. Pourquoi, comment, et ça quelque part, parce que tu peux dire une étude produit, c'est un bien grand mot, mais tu vas synthétiser tout ça. Et avec toutes ces sensibilités-là, tu vas essayer d'apporter le bon papier, les bonnes solutions, voilà, de manière à ce que la personne soit entièrement satisfaite. Et il y a un truc psychologique qui est hyper intéressant que j'ai vu aussi. T'as des gens qui seront toujours mécontents parce qu'ils sont hyper pointilleux et tout. Et il va falloir les rassurer en leur disant voilà, ça va se passer comme ça. Et je pense que l'accompagnement ou le sur-mesure, le fait que tu appelles ça premium, tu vois, voilà, va les rassurer en fait. Et quelque part, tu peux les amener où tu veux sur une idée que toi tu penses bonne. Et ce côté-là est assez intéressant. Donc tu vas venir, on va te présenter les papiers, on va parler de ton budget. On va faire des devis en fonction des options, parce qu'il y aura des choses que tu voudras un peu plus dans le haut du panier et d'autres un peu moins. Et petit à petit, on avance. Une fois que ton projet de vie est validé dans le sens, toi, en tant que designer ou le designer ou le studio de graphisme qui a travaillé pour toi, nous donne les fichiers et là, on part en production. Et t'as un délai de production qui peut osciller de 3-4 jours jusqu'à 2 semaines maximum. Ça reste assez rapide. Par exemple, tous les boulots qu'on a peuvent être livrés, si c'est parti aujourd'hui, on est mercredi, c'est livré le lendemain, avant 13h dans toute l'Europe. Et on est à plus 24 pour l'Europe et plus 48 pour le monde entier. Propre. Voilà. T'es obligé. Ça revient à ce que je te disais, c'est de l'artisanat, mais industrialisé. Voilà. Clairement. Canon. On t'en a un petit peu parlé tout à l'heure, gaufrage, foulage, Kesako.
Gaufrage de papier. Alors je parle de ceux-là, mais des autres aussi, quoi, pour qu'on comprenne un petit peu. Il y en a. Alors je pourrais. Il y en a beaucoup, voilà. Mais l'idée c'est d'avoir un petit côté de. J'aime comprendre le secteur moi aussi et comprendre le métier exactement. Alors, et donc là plutôt que répondre à une demande ou une envie, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup on va créer des objets, on va créer des solutions de fabrication qui sont plus ou moins délicates, et ensuite on va proposer au client. Ok. Et là, plutôt que s'adapter à une demande, on va faire naître une offre qui ensuite va générer une demande. Et l'avantage, comme cette offre, elle est issue des locaux, bah, tu peux être sûr que tu vas garder une bonne partie de la clientèle. Et en plus, tu as ce côté novateur. Ouais. Voilà. Et on est toujours en perpétuelle recherche poussée. Par exemple, les premières productions que je sortais il y a les 6 premiers mois, il y a 5 ans, les 6 premiers mois de création de l'imprimerie, on était là, waouh. Et maintenant, je vais regarder ça en te disant, bon, c'est très basique. Easy. C'est basique, mais c'est normal, parce que tu gagnes en savoir-faire, t'apprends, il y a des choses, des fois, pour mettre en place des métiers. Par exemple, on a ce que tu appelais les notebooks, en fait. C'est des petits carnets que tu viens fermer. Et au lieu que ce soit relié par un système d'agrafe, c'est des fils, en fait, que tu viens coudre, avec une machine à coudre. Okay. Mais la machine à coudre, elle a une telle spécificité que c'est une machine adaptée plus pour le cuir, qu'il faut que tu transformes, il faut que tu trouves les fils bien associés et tout. Un métier comme celui-ci, que j'appelle un métier, donc la couture singère, il faut presque 6 mois pour que ce soit totalement autonome à l'atelier. T'en fais un comme ça pour rigoler, ça te prend 1 heure, voilà, mais quand on a une commande de 5000 carnets singères... Tu fais pas juste pour rigoler. Ben non, il faut que le process, tu vois, il faut qu'on se dise, voilà, on en fait 400 par jour, voilà. Et à titre d'exemple, ces carnets, voilà, maximum à 2 personnes, ils arrivent à en faire 500 par jour. Okay. Donc sur une commande de 5000 pièces, t'as 10 journées de production, t'es sur 5 jours ouvrés, donc t'as déjà 2 personnes pendant 15 jours qui sont bloquées sur un poste de façonnage. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ok. Je trouve ça génial. Voilà. C'est génial parce que je pense à toutes les techniques que t'as autour en fait, parce que tu parles de la couture, mais c'est vrai que, tout quoi. Et c'est à chaque fois des métiers de l'artisanat, je trouve ça. Et souvent on voit un truc qui nous plaît. Donc si on a l'occasion de l'avoir dans les mains et on le décompose, on l'ouvre en fait. Et ça revient que tu disais pourquoi t'es bricolé tout petit. Tu regardes comment c'est fait, voilà, et tu vas essayer d'améliorer. En fait. Ok. Tu t'inspires de quoi pour créer tout ça? Maintenant, avec tout ce qui est réseau web, Pinterest, tu vas retrouver les idées assez facilement. Il y a rien qui est réellement inventé. Certaines techniques, oui, mais après, en fait, c'est plus des associations, comme en cuisine, en fait. T'as toujours les aliments de base et tu vas faire des combinaisons différentes. Et il y a un côté concurrentiel par rapport à d'autres boîtes avec qui on se tient un peu la bourre. Mais c'est de la saine concurrence, c'est de la concurrence artistique et de la concurrence artisanale. Il faut toujours que tu aies un objet qui soit un peu plus up ou un peu plus premium ou un peu plus réfléchi, de manière à ce que cela puisse mettre la barre assez haute et qu'aussi quand tu le disposes à des clients ou des nouveaux prospects, les gens en face te disent ok ça. C'est du challenge. C'est du challenge à chaque fois pour être encore meilleur quoi. Okay. Il y a une chose que je ne souhaite pas, et ça c'est dingue, c'est qu'un boulot sorte de l'atelier qui soit pas conforme ou que tu sois pas content de le recevoir en fait. C'est déjà arrivé? Ça arrive des fois parce que tu as des malfaçons, tu peux pas, voilà. Ou il y a une incompréhension, la personne en face voulait ça, on essaie de lui expliquer, puis elle arrivait, voilà. Donc quand c'est justifié, on reprend, on refait. C'est une réputation en fait. Donc clairement, surtout dans les secteurs avec qui tu bosses. Oui. Mais même aussi pour le particulier, c'est la même chose. Voilà. Et on s'aperçoit juste d'une chose, c'est très drôle. Quand on a sauvé un boulot qui était voué à partir à la benne, on a refait, on a accompagné, on a encore plus de valorisation quand on a sorti quelqu'un de la mer, entre guillemets, qu'en ayant livré un boulot conforme ou quelque chose de qualité. Parce que tu vas te dire en face, putain, les mecs, ils se sont vraiment démenés, il y a eu un souci, on les a emmenés, voilà. Ils ont fait ça. Toujours la notion d'accompagnement et tout. Et d'excellence. Oui, une forme de... Enfin, tu vas dire excellence, mais pour moi, c'est pas la base, mais c'est normalement tout le monde devrait plus ou moins travailler comme ça. Mais c'est ce qu'on disait avant de commencer l'interview, c'est que ce côté... excellence, accueil client, tout ça, toi, ça te paraît naturel. Oui. Et tant mieux, mais ça l'est peu, je trouve.
Bah, c'est ce qui valorise c'est ce qui va, au-delà de valoriser une boîte, on est là, voilà, faut que ça reste rentable. Mais derrière, je et on, donc c'est l'équipe, tu valorises quand même des gens qui sont talentueux, tu valorises un artisanat, tu valorises un savoir-faire, tu valorises des beaux objets, hein, parce que quand même c'est des objets qui vont rester. Et tout ça, ça va laisser une empreinte en fait. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Et là, il y a de l'âme en fait. T'as fait du business aussi, mais t'as fait quelque chose de beau derrière. Et voilà. Et je peux te dire rendre les gens heureux, mais quand t'as une boîte, tu vois, tout le monde est impliqué, se défonce dedans, et les mecs sont hyper contents de travailler. Voilà, c'est génial. Tu peux mourir serein, quoi. Ça, c'est l'artisan qui parle, voilà, avec le cœur, quand même. Carrément. Il y a beaucoup de cœur dans ce que vous faites, je crois, quand même. C'est de la passion, donc forcément, il y a du cœur. On a rapidement parlé de certains de tes clients. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Moi, je me rends pas compte à quel point, parce qu'on avait échangé, j'étais venu 2 heures à peu près chez toi, quand même. Je me rends pas compte à quel point la mode et en fait, c'est la mode et le luxe, tes plus gros clients, ta plus grosse clientèle? Ou je dis des bêtises? En partie. Alors. Il va pas falloir que je froisse. Dans les clients, on a du Dior, du Chanel, du Vacheron Constantin, Drugstore, Nike, voilà, on a de Cartier, Rolex, voilà, on a des très belles entités. Yes. Et après, en parallèle, on a aussi de petits studios graphiques qui sont extrêmement talentueux. Le plus dur, c'est de satisfaire le haut du panier en apportant l'excellence, on se répète, mais le savoir-faire. Et ensuite, apporter ce savoir-faire et aussi l'offrir au plus petit budget, entre guillemets. Et il faut pas léser l'un ou l'autre. C'est-à-dire que celui qui a un petit budget d'entrée de gamme va se dire, oh là là, c'est trop inaccessible, jamais je vais leur faire une demande, je serai même pas reçu. On répond à la totalité des demandes. Il y a aucun mail qu'on laisse passer, c'est un truc qu'on s'est donné à la base. Et à l'inverse, pour les grandes enseignes, se dire pourquoi ils font des prix un peu plus accessibles, c'est pas bon pour nous, ça cultive pas le côté premium haut de gamme, voilà, unique. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai voulu faire dès le début. Parce que t'es pas à l'abri quelqu'un qui démarre dans sa carrière, un jeune et tout, prenne forcément du galon. Et puis derrière, pourquoi fermer les portes de l'atelier à tout le monde? Totalement. Tu vois. D'où Bulk Classique. On a mis en place un système de vente en ligne de cartes de visite parce qu'on avait beaucoup de demandes de cartes de visite, tu vois. Et c'est très chronophage, en fait. Tu fais 2, 3, 4, 5 devis. Les gens connaissent peu, ok? Donc, ont un budget restreint, mais qui est déjà très élevé pour eux. Donc, ça aussi, il faut le comprendre. Et après, te disent, ah non, mais j'adore ce que vous faites, c'est super, mais là, c'est trop cher. Et il faut savoir que si tu fais 5-6 devis dans la journée, t'as perdu 2 heures, 2 heures et demie, les échanges, t'envoies des échantillons et tout. Et j'ai dit, voilà, pour filtrer ça, ok, on va normaliser. Donc, j'ai fait des accords avec les papetiers où je paye le papier moins cher quand je le vends par ce canal-là. C'est dingue, hein. Alors que ça arrive par les mêmes camions, hein. Donc, je paye moins cher ce papier en le vendant par ce canal-là, les outils et tous les consommables. Donc, on a fait une offre en ligne, ok. Si quelqu'un amène à passer un coup de fil en disant je veux de la carterie et tout, ok, on leur dit bon, pas de souci. On a plus de 99 papiers disponibles, choix de couleurs, donc ce qui est pas mal. Des vieilles usines anglaises qui ont plus d'1 siècle et demi d'ancienneté, avec des couleurs très pop, très contemporaines, ou des coloris qui existent déjà au catalogue depuis 60 ans. Tout le qualité, la savoir-faire Bulk, donc c'est fait sur les mêmes machines à l'atelier. Souvent les gens me disent mais vous faites ça à l'extérieur. On fait non, c'est fait avec le même process. Donc tu peux avoir un job de Chanel ou de Cartier qui passe sur la machine et après, juste 2 heures après, un boulot de Bulk Classique en ligne. C'est ça qui est magique. C'est génial. Donc full access avec des prix défiant de concurrence. Je crois que pour le même type d'objet, on est les moins chers en France ou en Europe. Donc tu vas demander, on te dit ok, va jeter un coup d'œil sur Bulk Classique. Tu commandes tout seul en 45 secondes. Soit on a la commande qui tombe, ok. Si la commande tombe pas, ça veut dire que des gens auraient perdu du temps derrière à partir, voilà. Carrément. Et ça rend l'atelier plus accessible. Totalement. Voilà. C'est ce qu'on disait, c'était une porte d'entrée pour certaines personnes qui après peut t'amener. Et mine de rien, on fait pour une petite boîte comme on fait entre 40 et 50 paniers donc commandes de carterie par mois. Donc, ce qui est quand même ce qui est pas mal au regard du volume. Voilà.
Si je multiplie, en moyenne, c'est les commandes à 1000 exemplaires, donc ça fait 40 000 cartes de visite. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. non, c'est le... Et souvent, donc, c'est des petits budgets, des budgets de démarrage. C'est souvent des gens qui montent leur entreprise, tu vois, et ils vont démarrer par ça. Et après, tu peux être sûr que le plus, c'est 250 € les 1000 cartes de visite. Les 1000 cartes TTC, de visite. livrées. C'est ça. Ouais. Ouais, donc, voilà. Vu la qualité. C'est ce que j'appelle l'effet Happy Meal. C'est-à-dire qu'une fois que t'as goûté au burger, c'est fini. Joli. De meilleure qualité que McDo, quand même. Exactement. Dans tout ce que vous avez produit, est-ce qu'il y a une production, un papier, je sais pas, enfin une invitation plutôt, que t'as préféré ou dont t'es le plus fier? Les objets sur lesquels on est le plus fier, c'est les objets d'autopromo. Tu parlais du projet particulier. Ouais. Souvent pour amener... D'ailleurs, on va l'expliquer à un moment donné, parce que, enfin, comme tu veux, soit tu termines sur ce sur quoi tu t'aventurais, soit on parle c'est plutôt, on va faire ça, tu as bien amené la transition. On crée, nous, des objets d'autopromo. Donc, dès le début, il y a tellement de choses à raconter. Dès le lancement de l'atelier, j'ai travaillé en intimité, en fait, tout ce qui était les partenariats. Partenariats avec des papetiers, partenariats avec des fabricants d'outils. En leur disant, voilà, amenez-moi la matière. J'ai pas d'argent, je peux pas la payer. Bon, amenez-moi la matière. Moi, je vais la transformer. Je vais y mettre des designs. Et si je produis 500 pièces, par exemple, je te donne 250 pièces d'un objet et moi, j'en garde 250. Ouais. Tu bénéficieras du réseau. On a un Instagram où on a 40 000 followers. Ce qui est pas non plus... ça reste quand même très correct. Ça reste correct. Et 40 000 followers pour les métiers de l'imprimerie, je crois qu'on est le plus gros compte en Europe. Ouais. Ok. Ouais. Bon, parce qu'on a bien géré. Mais mine de rien, c'est ma meilleure pub. Ouais. Je crois que Instagram me fait 95% de mes entrées. Ah ouais. Et ensuite, satisfait en fait au quotidien la continuité avec les nouveautés, donc les clients acquis, c'est génial. C'est vraiment un médium pour nous. Non, c'est ce qui nous a vraiment permis de décoller. Donc on fait des objets d'autopromo, on leur dit voilà, si toi tu me donnes le papier, papier coûte très très cher, on peut avoir des papiers japonais, les 1000 feuilles sur des formats de 70 par 100 cm, 1000 feuilles, on va payer ça 6 000 €, plus les frais de livraison. Ok. Ouais. Donc t'as même pas encore touché à la cam, que déjà t'as lâché 6 000. Mais c'est un facteur très intéressant. Tu te dis waouh, le papier il est cher, mais derrière faut qu'on fasse sa transformation en plus. Donc c'est à quel point en fait l'objet est noble une fois qu'il est sorti des presses. Totalement. On fait des objets autopromo et on réfléchit, on se dit ça serait pas mal et tout. Et c'est des choses tellement pointues sur lesquelles on va mettre tellement de temps que je suis pas sûr qu'il y ait un client ou une grande marque qui ait les moyens ou le temps en fait ou les structures pour pouvoir se l'offrir. Dans le cadre de Particular, on a fait un objet de papeterie comme tu parlais des notebooks et tout. On s'est mis en partenariat avec Arjo Higgins, qui est un fabricant de papier. Voilà. Tu as dedans un notebook, donc un petit carnet pour noter blanc, et ensuite un bloc-notes. Ok. Tu as 4 papiers différents. Ok. T'as 2 visuels, et ensuite sur les 2 visuels, t'as 8 couleurs de film de marquage, de l'or, du bronze, de l'or mat, et ainsi de suite. Donc ça fait 3 éléments. Tout ça, tu l'assembles de manière aléatoire, comme dans un shaker. Et on a 500 pièces. Et sur les 500 pièces, en fait, tu vas avoir que 3 exemplaires d'une même combinaison sur toute la série des 500. Yes. J'espère que les gens auront compris. Et ensuite, ce bel objet, on l'a mis, en fait, dans une enveloppe en aluminium complètement fermée, qu'on est venu mettre totalement sous vide. Donc il faut réfléchir là comme un livre que tu viens vraiment genre empaqueter sous vide, un peu comme quand ta maman aspire ses vêtements avec l'aspirateur là pour faire réduire le drap. C'est exactement la même chose. Et ça, on va en présenter 3-4 aux clients. On va leur dire voilà, tu choisis celui de gauche, celui de droite, celui du milieu, en expliquant l'algorithme, le côté aléatoire. Et il va choisir et tu pourras tomber sur un noir, tu pourras tomber sur un bleu, ce qui fait qu'il devient exclusif, qui devient particulier, d'où particular, parce que tu t'appropries toi-même le propre objet par ton choix. Et ensuite, c'est des éléments de communication personnelle sur lesquels tu vas pouvoir écrire. Et c'est ton objet à toi. Et c'est canon. Bah, c'est canon. J'ai la chance d'en avoir un parmi les 500. Et c'est vraiment, Et ça, il y a, par exemple, on est sur 3 à 6 mois de réflexion.
Okay. On n'est pas du 8h du matin jusqu'à voilà, Ouais, c'est ouais, des idées qu'on mûrit, on regarde, on va choper une idée là. On avait vu un objet, je crois que c'était Dior qui avait fait la mise sous vide pour des invitations, donc on a récupéré un peu le process. Les machines, il a fallu 2 mois pour trouver une bonne machine qui mette sous vide correctement, qui fonctionne. Donc ça fonctionnait très bien, par exemple avec des sachets transparents, mais des sachets type aluminium miroir, ça voulait pas prendre. C'est-à-dire que la soudure se faisait pas correctement, ou au bout de 2 ou 3 jours, on les faisait sous vide, c'était nickel, on ouvrait les cartons, boum, les trucs s'étaient ouverts, l'air s'était barré. Et ensuite en production, faut compter entre 6 et 7 mois. Parce que tu le passes sur des temps morts, il y a des choses que tu mets en cours que t'essayes, parce que tu pousses en fait vraiment tu pousses le vice, le paroxysme du détail, et là on n'est pas satisfait. Allez, boum, on recoupe le papier, on jette et on refait. Donc jusqu'à arriver à l'objet qui nous paraît l'objet ultime fini. Qui est là cette année entre guillemets au top ou bien, et puis l'année prochaine ou l'année suivante on trouvera d'autres idées. Voilà, enfin du moins j'espère. Cool. Voilà. Et ça, c'est le meilleur vecteur de communication ou de com. Je peux arriver chez les clients avec un panel de production à montrer et tout. Voilà. Et généralement, je finis le rendez-vous par ça et on leur laisse l'objet et je m'en vais. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça dénote d'une réflexion, ça dénote d'une recherche, ça dénote d'un amour du métier. Totalement. Ouais. Et puis c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau, mais bon. Je confirme. Voilà, ça deux avis. Je trouve ça aussi très, très beau pour le coup. Et parce que, on a parlé d'invitation, etc., mais j'avais vu aussi, vous avez fait des étiquettes de bière. Enfin, voilà, ça va sur, parce que voilà, c'est pour montrer un peu la palette qui est possible, de l'impression, haut de gamme, on va dire. Carte de visite. Étiquette, on va en faire très peu. C'est pour des petites séries, parce qu'après, tu vas te retrouver avec d'autres machines de production, beaucoup d'invitations pour les Fashion Week, papeterie. Donc on peut faire de la papeterie pour les avocats ou des papeteries pour des marques un peu plus nobles. Lookbook, dès qu'il y a des lancements de gamme. On est en fait, soit tu vas prendre le tout petit imprimeur centre-ville qui va te faire 3 faire-part ou des cartes de visite, ou après les plus grosses entités, donc c'est des boîtes où tu as 60-70 personnes qui vont faire des gros volumes et avec des boulots très très complexes, très aboutis. Et nous, on pourra avoir ce niveau de spécialisation qu'a une boîte de 70 personnes et répondre sur des séries beaucoup plus petites, des 100 ou des 200 exemplaires par exemple. Et c'est ça où je pense que la force est présente dans le métier. Carrément. Carrément. Et je pars du principe, c'est ça le plus intéressant. Et ça a toujours fonctionné comme ça, mais ça faudra pas le dire, c'est un secret de Chanel. T'as un micro devant toi là quand même. Hein. C'est pour ça que je le dis. Quelqu'un vient nous voir, nous dit Yann, machin, est-ce que tu peux faire ça? Je le regardais droit dans les yeux, je lui dis y a pas de problème, je vais le faire. Et on l'a jamais fait. Et on va amener le projet et on va le sortir. Parce que c'est compliqué, parce que les techniques on les maîtrise pas. Je leur dis non, y a pas de problème, on va le faire. Alors on transpire derrière. Il y a vraiment, tu peux me regarder, il y a jamais un seul boulot qu'on n'ait pas réussi à sortir. À chaque fois, des fois, ça fonctionne pas, ça merde et tout. En atelier, ils sont là, ils me disent Yann, on va pas y arriver. Je dis, écoutez, on est toujours arrivé à bout. C'est pas cette fois-ci qu'on va baisser les bras et on va y arriver. Et voilà. Il y a des trucs, c'est dingue, Si on fait partir, ils te donnent les fichiers le mardi pour les Fashion Week, faut que ce soit le vendredi matin. Donc, on est en train de couper les documents, comme ça, faut s'imaginer couper, on est 3, t'en as un qui a la machine à paquer, l'autre les cartons ouverts, et t'as le livreur de DHL qui attend derrière, comme ça, qu'on est en train de pervertir en lui offrant le 8e café et des bonbons en lui disant attends, ça va bien se passer, parce que le mec doit finir sa tournée, on est juste en flux tendu. C'est encore chaud que c'est mis dans les cartons et ça part direct. C'est bien ça envoie quoi. Et ça c'est beau ça aussi de pouvoir arriver jusque là. Carrément. Et puis ça on va faire la transition parfaite parce que ça soude l'équipe aussi de vivre des moments comme ça, des coups de rush et tout, enfin voilà. Et quand il y a pas de boulot, il m'engueule. Ah ouais? Ouais, il me dit Yann, donne-nous de l'adrénaline, pardon. C'est énorme. Tu les as bien choisis alors ça va. Ça va. Et je t'avais dit ça quand j'étais venu, je trouvais ça impressionnant parce que tu vous vois tes employés. Tout à fait. Et c'est rare, je trouve, en tout cas dans les personnes que j'ai croisées. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, pour avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs ou de mecs qui bossent pareil ou salariés ou autres, comprennent pas trop. Et je leur dis déjà le vouvoiement, ça permet un certain standing. Je trouve ça assez, je peux dire classe, je sais pas, mais voilà.
Et une fois que tu dois faire un ajustement, il y a toujours un moment, il y a cette notion d'affect qui est mis de côté. Voilà. Et t'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin, voilà, tu peux faire passer un message clair de réprimande ou ce que tu veux, et au moins c'est dans un cadre purement professionnel, on reste sur ce canal, c'est bien abordé, et voilà. Et ça permet aussi de chacun rester à sa place, c'est pas le bon terme, parce que non, je les vous vois, pas de grossièreté, tu vois, je reprends et tout. Et naturellement, comme t'es un peu la locomotive de cette entreprise, ils vont te suivre un peu à titre d'exemple. Donc derrière, tu peux te dire aussi que quand des clients arrivent, ils vont avoir cette même attention avec les gens qui rentrent dans l'atelier. Voilà. Okay. Et ils se comportent pas pareil quand je suis pas là, parce que c'est très très bien aussi, ça veut dire qu'il y a une vie et tout ça, c'est une émulation, que quand je suis présent. Et puis non, c'est plus confort pour tout le monde, quoi. Au début, ça en choquait certains, parce que toute l'équipe, je l'ai tutoyé au début, puis après il y a eu des changements, des transferts de joueurs, et le vouvoiement est très bien. Et après, on se fait des blagues. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que quand je suis venu, mais ça amène très bonne ambiance. Ouais. C'est pas parce que tu vois comme quoi ça. Et avant, dans les métiers, il y avait très peu de tutoiement quand t'étais, voilà, vous voyez toujours ton patron. Alors entre eux, ils se tutoient, tout le monde se vous voit pas. Mais je pense, ça apporte une certaine stature, mais une bonne stature. En fait, tu vois, pas une stature de hiérarchie. Je suis le boss. Non, pas du tout, parce que je vais mettre la main à la pâte. Je comprends, voilà. Mais au moins, voilà. Quand t'as quelque chose à dire ou que ce soit directif, tu vas être sûr que ça va être pris avec le meilleur canal. Et ça, c'est le plus intéressant. Parfait. On avait parlé un petit peu la dernière fois du côté écolo, plus ou moins, parce que tu me disais que c'était quand même aussi une attente des clients, mais que vous alliez un peu vers ça aussi. Alors, c'est une attente des clients. Les métiers du luxe nous le demandent de plus en plus. Et comment est-ce qu'on peut être écolo dans l'imprimerie aussi? Nous, on est vraiment moins pollueur que la plupart des imprimeries modernes. Pourquoi? Déjà, je te parlais des machines. Les machines en plus de 50 ans sont reconditionnées. Donc il y a pas d'obsolescence. Tous les ingénieurs qu'on a dû payer pour faire la réflexion des machines, ils sont déjà, tout a été payé. La fonte est là, voilà. Donc tu jettes très peu de matériaux. On consomme très peu de feuilles. Un imprimeur lambda, tu parlais des flyers et tout, pour lancer une machine, il va consommer entre 200 et 300 feuilles. Ce qu'on appelle les feuilles de passe. Donc ça part. Le temps que ça monte en encre, c'est sali, ça part. Ah oui, c'est énorme, ça part à la poubelle. Et nous, on peut être entre 10 et 20 feuilles. Donc tu vois, presque 30 fois moins. Donc ça, c'est pas mal. On a des matériaux nobles. Donc qui plus est, comme je t'ai dit, coûte cher. Donc pareil, tu vas très peu gâcher. Tu vas rationaliser au maximum. Après, on recycle tout. Donc les palettes qu'on a sont recyclées, sont mis en compost pour faire de l'agglomérat. Les papiers blancs, papier couleur, tout ça c'est broyé de manière à réduire les impacts. Les différents niveaux de plastique qu'on a, pareil, sont reconditionnés à certains moments. Tout est retransformé en fait. Voilà. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est l'impact transport en fait. Voilà, dans les livraisons. Sachant que pas vraiment, parce qu'on travaille aussi, on a un grand choix de papier, mais on travaille aussi avec du stock interne. Donc si on commande en masse, après le papier reste en stock, on n'a pas besoin de faire des demandes de livraison. Tu ne demandes pas du papier tous les jours. Alors ça, c'est déjà un positionnement commercial, ni plus ni moins. Et après, parce qu'on jette beaucoup. Tu vois, quand toi tu vides ta poubelle, t'es solo, ok, mais quand tu multiplies ça par 10 bonhommes plus les volumes de prod derrière, et que tu regardes ça à titre personnel, tu te dis c'est pas mal. Il y en a que 10. Donc là, tu te dis c'est quand même assez important. Et ça, je trouve que c'est bien de le maintenir. On va partir là. Je fais construire un nouveau local. Pareil, système de récupération d'eau, partie de panneaux solaires sur place, des isolations hyper stratégiques au point de vue des pompes thermiques et tout, des pompes à chaleur. Voilà. Tu vas toujours consommer de l'énergie. Tu vas pas révolutionner, mais si tu peux minimiser ton impact, l'impact et réduire aussi la consommation, pourquoi pas, quoi. Parce qu'on l'a pas dit, mais vous êtes basé à Eysines. On est basé à Eysines. Au bout d'1h15, on le dit. Exactement.
Et je voulais aussi parler des... C'était pas un choix de cœur, c'était un choix stratégique. Parce que avoir de l'espace, on a près de 400 mètres carrés. Ouais. Et tu te doutes bien que je rêverais d'avoir un atelier en centre-ville de Bordeaux. Mais c'est un peu plus compliqué. Cher. Ouais. Et je voulais parler aussi des collaborations avec des artistes. Oui. Là, pour le coup, le dernier post Instagram, et j'ai la chance d'avoir l'affiche aussi, c'est Rourourou. Oui. Bulk Lab. Hein? Ça s'appelle les collaborations. Bulk Collab. Okay, Bulk, plus loin, Lab, LAB. Ok, d'accord. Comme laboratoire. Ouais, ok, alright. Pourquoi t'as voulu créer ça? Moi, je trouve ça hyper cool. Bon, je pose la question, mais on va à contre-courant. Ouais. Tu es client, tu vas arriver avec une idée. Donc, tu auras déjà un design, ok? Et nous, sur ce design, il va falloir qu'on te propose un papier ou des solutions de fabrication. Mm-hmm. La question que tu m'as posée, comment ça se passe? Yes. Ok, donc je répète, tu es un client, tu arrives avec une idée, tu as déjà ton design qui est ancré, et nous on va te proposer les papiers et les solutions. On fait totalement l'inverse. Dans Bulk Lab, on a 12 collaborations, donc on va proposer le projet à 12 studios ou 12 artistes. On réfléchit nous en interne des solutions entre papier, impression et embellissement. Donc on peut prendre un papier violet avec une impression argent et un marquage avec de l'or par exemple dessus. Mm-hmm. Et dans ces choix-là, on va travailler avec des papiers novateurs ou de la nouvelle prod qui vient juste de sortir, les nouveautés, et puis on va faire un bon combo, un bon matching de couleurs. Ouais. Clac, j'ai mon petit combo. Je vais te choisir, tu es sélectionné, donc on va t'appeler, on va te dire voilà, t'es sélectionné pour Bulk Lab, ok. Je te donne la boîte de Pandore, tu l'ouvres, et à l'inverse, toi, t'as 3 semaines pour me faire un design avec les papiers et les solutions de finition qui sont actées. Okay. C'est à toi de t'adapter en fait. Ok. Et t'as 3 semaines pour le faire. Au bout de 3 semaines, on le produit. Et ensuite, on le diffuse. On fait 500 pièces. Sur les 500 pièces, le papetier nous offre le papier. Gratuit. Parce qu'il va mettre en avant son nouveau produit. Le fabricant d'outils. Pour faire le marquage, on a des outils comme une espèce de tampon et tout ça, c'est technique. Ça, pareil, c'est offert. Les fabricants de films, tout le monde, en fait, met la main à la pâte. Le designer, offre son design. Et nous, on produit gratuitement. Sur les 500 pièces, on a 5 contributeurs. Okay, et on fait 100 exemplaires chacun, qu'on envoie et tout. Chacun peut bénéficier de la production, le montrer à ses clients. Et ensuite, nous, on le diffuse via tous les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Hyper stylé. Et à la fin de l'année, bon, là, avec le Covid, ça a pris un peu plus de temps. Mais on fera une grosse expo à Paris. Ouais. Où on rassemblera les 12 designers d'un coup. Et on fera certainement une vente aux enchères. Voilà. Et c'est assez cool parce que tu vas à contre-courant, en fait, des demandes, et tu déstabilises. Ouais. Et tu peux être choisi, et les gens me disent, c'était pas ça que je voulais, sinon, non, c'est ça que tu prends. Voilà, t'as été sélectionné. Tu peux refuser, en fait, la main qu'on te donne. Ouais. Mais c'est jamais arrivé, quoi. C'est un peu ce sera un peu ballot de refuser, quoi. Mais... Et donc, du coup, c'est nous qui donnons plus le là, entre guillemets. Parce qu'on va aider et accompagner les designers à réfléchir avec les solutions de matière et les solutions techniques. Yes. Ouais. Ok. Tu vois. Donc on a aussi quelque part, malgré qu'on est juste du métier artisan, on a quand même aussi ce choix artistique. Ouais. Et je pense que ça boucle bien là, pas la fin de l'interview mais pas loin, mais ça boucle bien dans le fait que tous les gens qui bossent à l'atelier sont de très bons artisans, mais portent aussi un regard graphique pour que tu puisses comprendre en fait ce que tu imprimes. Et si tu le comprends, tu te projettes, tu vas le faire nécessairement mieux. Ouais. Carrément. Il faut avoir plaisir. Tous les mecs sont contents, enfin le garçon et les filles confondues. Quand je dis mecs, c'est toute l'équipe. T'englobes tout le monde. Voilà. Toutes les personnes qui travaillent. Toutes les personnes sont hyper satisfaits et hyper fiers de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils sortent, quoi. Ouais. Et ça, tu le vis comment, toi? Bah très bien. C'est pareil, quand on a des mails de retour positifs, on les imprime toujours, on a un tableau pour. Okay. À l'inverse, quand je leur dis il y a un client qui est pas content, ils vont pas très bien le vivre en fait. Ouais. Ok. Tu vois. Non pas parce que on est dans la réprimande, mais juste en disant ah putain, le boulot est pas bien fait. Ouais. Donc il y a un souci quelque part. Ouais. Clairement. De quoi t'es le plus fier? Je vais sortir une connerie, mais j'en trouve pas. Non, très sincèrement, d'avoir mis en place une bonne équipe, que tout le monde soit, ça peut faire cliché, mais c'est tellement vrai, que tout le monde soit content de bosser, et je te dis d'avoir monté une boîte comme moi j'aurais voulu la trouver en tant que salarié. C'est confort parce que tes gars sont autonomes, sont heureux, donc quand tu vas arriver, parce que maintenir ce statut de chef d'entreprise, c'est pas évident parce que t'as quand même une responsabilité, une forme de hiérarchie. Donc t'es quand même entre guillemets dans un rôle où tu dois
tu dois les tenir un peu, quoi. Le rôle du connard, non, ça me va pas, ça me convient pas. Donc les mecs sont heureux, tu fais du bon boulot, et après quand ça fonctionne, voilà. Ouais. J'ai pas, c'est quasiment autonome. Alors je les tiens, je les accompagne, voilà, c'est moi qui fais en sorte que tout ce petit monde fonctionne bien, et je suis le ciment en fait de tout ça. C'est ça. Mais je peux partir 3 semaines, un mois, et revenir. Et tout roule. Quasiment. Ouais. Et ça, je pense que c'est, en termes de gestion, là, c'est pas mal. Ouais. Clairement. C'est une des clés que peu de personnes ont réussi à bien développer. Ouais. Ok. Voilà. Trop cool. Est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre? Ou qui se lance, ou qui... De bien prendre en compte tous les risques. D'avoir la tête sur les épaules. Parce qu'il y a souvent, en fait, l'envie entre le doux rêve et la réalité. Ok. Bon, il y a toujours un delta. Mais il faut pas que le rêve soit vraiment trop éloigné de la réalité. Et s'accrocher, en fait. Ouais. Ok. C'est délicat, hein, comme conseil, mais... non, mais... Tous les conseils sont bons à prendre. Ouais. En France, ça fonctionne, mais c'est une place de marché qui coûte un peu plus cher que sur les autres pays. Mais voilà. Dans quel sens? Tout est plus compliqué, en fait. En France? Oui, administratif, charges et compagnie. On est bien aidé aussi, mais c'est compliqué, ouais. Administrativement, je suis d'accord, mais après, on a quand même des aides qu'on trouve pas ailleurs. Petit exemple, tu pars, voilà, on n'est que 10. J'ai quand même quasiment une comptable responsable administratif à plein temps. Parce que sinon, en plus de la gestion humaine et commerciale, je ferais que ça. Et je trouve que c'est le plus ingrat, en fait. Ouais. Parce que moi qui suis artisan, en fait, globalement, là, tu m'invites pour échanger dessus. Ouais. Mais moi, tu me mets derrière une machine pendant 2 ans, et ça me va très bien, en fait. C'est mon fond de, voilà. Et si t'as pas quelqu'un pour t'épauler derrière, c'est dur. Ouais. Parce que tu fais que le rébarbatif, et tu te dégages totalement de l'âme même ou de l'ADN de base que t'avais pour ce métier-là. Ouais. Et maintenant que tu poses la question, c'est ce qui a été le plus dur à intégrer au début. Parce que je n'ai jamais aussi peu imprimé, mes mains, que depuis que j'ai monté Bulk. Les dernières années, si un peu plus, mais tu vois l'hérésie totale. Ouais. Ça a dû te manquer de ouf. Ça te manque, mais après tu découvres d'autres choses. Ouais. Et après tu laisses la main aussi à d'autres personnes. Ouais, tu laisses des belles opportunités en fait. Ok. Ouais. C'est quoi? T'es où dans 5 ans? Tu t'arrives à... Putain, je sais pas, c'est que j'en ai fait pas mal pour les 5 premières années, j'en ai fait pas mal pour que ça roule. Donc là, je m'accorde une petite année de repos. Yes. Voilà. Et c'est toujours pareil, hein. Tu te dis, je me repose, et puis au moment où tu t'emmerdes, tu repars sur... Sympa. Pas trop grossir. Ouais. Parce qu'après, je me suis rendu compte que c'est quand même, c'est des niches. Donc, qui dit niche, faut pas être trop gros. Et passer certains caps, certains paliers, t'es pas plus heureux. T'as plus de contraintes en fait. Tu vois, là on est 10, si on passe à 15, 20 salariés, c'est pas mal. Au-delà, je pense que ça sert à rien. Okay. Je vais avoir plus d'emmerde qu'autre chose. Ouais. Mais je serais pas gagnant. Ouais. Et après tu vas perdre ce que t'avais au début, cette âme un peu que j'appelle familiale, le communautaire. À 30 personnes, tu le perds totalement. Et si tu perds tes gars comme ils étaient bons, parce que c'est pas que moi qui fais l'entreprise, c'est aussi les mecs qui travaillent clairement avec moi. Si tu perds ça, t'as tout perdu en fait. Voilà. Okay. Faire du business, oui, mais le faire bien en gardant une certaine âme. En gardant l'artisanat, quoi. C'est ça, ouais. Okay. Tu vois, je pense que j'aurais pu vendre de la baignoire en kit ou de l'imprimerie, mais je préfère nécessairement plus faire de l'imprimerie. Bien que c'est toujours intéressant de se baigner. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu te dis merde, quand même, ce serait cool d'en parler? Je sais qu'à chaud, c'est pas forcément très évident, mais dans les statuts, dans les statuts d'évolution, sans refaire la chronologie, tu passes de salarié. La première boîte que j'ai eue, je l'ai eu en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Ok. Pour moi, après c'est ce que j'appelle la maladie de l'indépendant. C'est un très bon cap parce que ça te permet de te confronter au monde de l'entrepreneuriat, mais t'y es pas vraiment dedans parce que t'as pas tous les charges administratives. Ouais. Et à l'inverse, c'est des métiers pas des métiers, mais c'est, je vais essayer d'expliquer bien.
t'es esclave de ton propre travail. Tu vois. Souvent, les mecs te disent, oui, alors je peux pas, je travaille X 12 heures, 13 heures par jour. Je leur dis, oui, mais parce que t'as pas réellement de cadre, en fait. Moi, j'ai une entreprise, ça ouvre à 8 heures, ça ferme à 17 heures. Ouais. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais. Par contre, pendant, t'apportes le service, voilà. Ouais. Tu vois, le cas on a des mecs qui nous envoient des mails à 2h, 3h du matin, quoi. Et ça, je trouve ça, te défoncer pour ta boîte, faire ce que tu veux, donner toute l'énergie en off, ok. Mais il faut quand même que tout, soit un peu régi, entre guillemets, par certaines règles. Donc ça peut être un bon cap pour être entrepreneur, vraiment, avec une vraie SAS, SARL. Mais il faut pas non plus trop se perdre dedans. Donc, attention à ça. Je sais pas si c'est un vrai conseil, mais voilà. On travaille avec beaucoup d'indépendants et des fois on a des gens qui sont plus rigoureux que d'autres. Voilà. Okay. C'est un peu le phénomène de l'ubérisation, le reste. Enfin là on ouvre un autre débat qui est celui de c'est pas celui de ça durerait un petit une heure de plus là. Mais et t'as des gens qui n'y arrivent pas. Hein. Je connais des gens qui étaient salariés, qui sont bien à leur compte, et qui après ne gèrent pas. Si tu gères pas déjà ce stress en tant qu'auto-entrepreneur, c'est de l'action simplifiée pure et dure. Donc ne passe pas un statut d'entrepreneur pur et dur. Tu vas comme une fusée, tu vas prendre et tu vas exploser en plein vol. Il y aura plus rien. Ok. Bon, le conseil que je peux donner. Ok. C'est pas mal de finir là-dessus. Voilà. Même si elle explose la fusée, mais on va garder l'idée de la fusée. On suit l'atelier Bulk sur Instagram, tu le disais, que sur Insta ou un peu sur Facebook ou. Il y a un Facebook, mais ça fonctionne moyennement. Mais donc, Instagram, tu trouveras toutes les nouveautés, les infos fraîches. Les infos fraîches. Voilà. Parfait. C'est ce qu'on veut. Yann, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Au plaisir. Et puis allez voir ce que fait l'atelier Bulk parce que c'est vraiment génial. C'est beau et on peut venir à l'atelier quand même ou c'est. Alors, tu peux venir à l'atelier dans le cadre d'un projet. Ok, ça marche. On peut pas ouvrir l'atelier. C'est pas des portes ouvertes. Non, super. Généralement, en gros, on arrive à 8h le matin tous et on regarde 3 fois l'horloge et il est déjà 17h. Ok. Donc on a très peu de temps. Si t'as un projet, un truc, un compagnie, on sera super ravis de. Il y a plein de projets. Et après, par contre, on répond à toutes les demandes. Ouais. Ça, tu l'as dit. Petit ou grand. C'est bien noté. Voilà. Parfait. Exactement. Encore merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de découvrir le travail de l'atelier Bulk. J'aime cette alliance entre l'artisanat traditionnel et la modernité graphique du travail de l'atelier. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous!